DCA au boulot, putain. Et Muloskia. Encore un, encore un. Oh, et moi pour 59. Ouh. Bazooka. Encore une, on dirait. Encore une. Encore une. Là-bas, encore une. Là-bas, elle s'est envolée. Là-bas. Sur le front biélorusse, il est évident que quelque chose se prépare. Le dictateur russe Vladimir Poutine a convoqué d'urgence son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. Et on sait qu'ils ont mené ensemble des négociations à huis clos pendant de nombreuses heures tard dans la nuit, dans la résidence de Valdaï. Au Kremlin, ils ont aussitôt annoncé qu'il n'y aurait ni conférence de presse ni déclaration commune après cette rencontre. Mais tous les signes indirects indiquent que ces deux dictateurs trament quelque chose. L'avion du dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko s'est comporté comme un avion de mission spéciale. Après avoir décollé de Minsk, il a éteint son transpondeur au-dessus de la région de Tver. Et la circulation sur la autoroute M11 près de la résidence de Vladimir Poutine a été bloquée et Loukachenko lui-même n'est même pas apparu en public. Alors, de quoi Vladimir Poutine et Loukachenko parlent-ils à huis clos pendant tant d'heures, au point d'avoir peur même d'un transpondeur allumé ? Qu'est-ce qui est si secret là-bas ? Pour comprendre cela, il faut, à mon avis, rassembler trois intrigues principales de ces derniers jours. Elles semblent distinctes, mais en réalité c'est une seule grande histoire. La première intrigue, c'est que le Kremlin entraîne la Biélorussie dans la guerre, et Loukachenko l'a reconnu. La deuxième, c'est que Loukachenko résiste et dit en face à Grizlov qu'il n'acceptera pas cela. Et la troisième, c'est que la Russie étouffe sans carburant après les attaques des forces armées ukrainiennes. De plus, en Russie, les usines militaires brûlent de plus en plus souvent. Les usines, et en plus des livraisons d'essence depuis la Biélorussie, il y a tous les signes d'un transfert de la production militaire dans le but de la cacher en Biélorussie. Les militaires ukrainiens, avec des missiles ukrainiens Flamingo, ont frappé dans la nuit du 27 juin l'usine du complexe militaro-industriel Titan Barricade à Volgograd. Dans cette usine, la Russie produit des systèmes d'artillerie et du matériel militaire spécial, notamment des éléments de lanceurs de missiles utilisés pour frapper les civils ukrainiens. Eh bien, pendant ce temps, on a constaté une véritable fuite hors de Crimée, non seulement des touristes russes, mais aussi des militaires russes. Eh bien, la cote de popularité de Vladimir Poutine est tombée à son niveau le plus bas depuis le début de la guerre à grande échelle, et cela à la veille des élections à la Douma en septembre. Loukachenko a affirmé aux Biélorusses, avant de partir en Russie, qu'il ne serait pas destitué. Pendant très longtemps, alors que le renseignement ukrainien constate une préparation à une invasion depuis le territoire biélorusse. En général, dénouons ensemble cet enchevêtrement d'événements. Je m'appelle Alexei Petchii. Nous sommes le 27 juin. Analysons ensemble tous ces événements. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime à cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Ce sera très important pour la promotion de cet épisode sur YouTube, et je vous en serai reconnaissant. Je vais commencer par la dernière nouvelle. Dans la nuit de samedi 27 juin, la ville russe de Volgograd a été la cible d'une attaque de missiles, au cours de laquelle l'usine de défense Titan Barricadi, qui produit des lanceurs pour les systèmes de missiles Iskander-M et Topol-M, a été endommagée. Et il est rapporté que 5 missiles ukrainiens Flamingo ont été lancés sur Volgograd. Le fondateur de l'entreprise qui fabrique les missiles Flamingo, Denis Stilberg, a publié non seulement une vidéo du lancement de ces missiles, mais aussi des images montrant les explosions à Volgograd, causées par l'arrivée de ces missiles. Les habitants locaux ont signalé une série d'explosions vers 4 heures du matin, heure locale, et plus tard des vidéos sont apparues sur Internet, dont l'une montre un missile frappant un site industriel. Et à la veille de l'attaque, la garde nationale russe, Rosaviatsia, avait annoncé la fermeture temporaire de l'aéroport de Volgograd. Encore un. Eh bien, rédacteur...
c'est fait, on récupère. Jourova. Shourova. Jourova doit. 9. Jourova, ceci voilà. Bien bon, Jourova 159. Pars. Ne pars pas, putain! Ne pars pas, putain! Tiens bon, salope! Reste, salope! Reste, salope! Reste, Chourova! À l'aide! À l'aide! Encore une, Chourova! Encore une! Ouais, où? C'est des bêtises, des bêtises. Il est! Chourov, où? Le voilà, il vole là-bas. Maman, on ne va pas à Zemka. On ne va pas à Zeluka. On vit ici pour l'instant. Chourova 3 heures, Chourova heure, Chourova. Il est affirmé Qu'un préjudice a été causé à l'usine Titan de Chourova, Selon la direction principale de Chourova, ministère de la Défense de l'Ukraine. L'entreprise fait partie de la structure de Roscosmos et produit des lanceurs automoteurs pour les complexes de missiles tactiques Iskander-M, des lanceurs autonomes pour le complexe Topol-M, des pièces d'artillerie pour les obusiers automoteurs MSTA-S et d'autres équipements militaires spécialisés. Il est important de noter que même les habitants locaux de Chourova ont déjà confirmé, je cite, une attaque menée par des engins aériens ukrainiens à grande vitesse, ce qui indique qu'il ne s'agissait pas de drones, mais bien de missiles Flamingo. De plus, le service de sécurité de l'Ukraine a porté une deuxième frappe en un mois contre une station de pompage de pétrole. Vtorogo, dans la région de Vladimir, qui constitue un maillon clé du système d'approvisionnement en carburant de la région de Moscou et des exportations. Le service de sécurité de l'Ukraine a précisé que l'attaque avait été menée dans le cadre d'une opération de 40 jours approuvée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, visant à faire pression sur la Russie pour l'obliger à mettre fin à la guerre. La précédente attaque contre ce même site a été enregistrée le 10 juin et avant cela, le 24 mai, ce point avait également été frappé. Vtorogo appartient à la structure des transports. Au sein de Transneft Verkhnaya Volga, ce site sert de nœud logistique clé pour le pompage des produits pétroliers légers. C'est par là que le transport du carburant diesel est effectué vers l'oléoduc annulaire de produits pétroliers de Moscou, puis vers les grandes bases pétrolières autour de Moscou. De plus, la station assurait la livraison de produits pétroliers à l'exportation via les ports de la mer Baltique. Enfin, elle ne l'assure plus désormais. Dans l'ensemble, les frappes contre l'infrastructure pétrolière continuent d'aggraver la crise du carburant en Russie. À l'heure actuelle, des restrictions officielles sur la vente de carburant sont en vigueur dans 32 régions du pays, ainsi qu'en Crimée annexée et dans les territoires occupés de l'Ukraine. C'est ce qui a déjà été officiellement annoncé. Mais il y a des régions où tout cela se fait de manière non officielle, par certaines stations-service. Mais nous en parlerons un peu plus tard, tout comme de la situation en Crimée, qui a provoqué une chute record de la cote de popularité de Vladimir Poutine juste avant les élections à la Douma d'État en septembre. En fait, sur fond d'intensification des attaques ukrainiennes contre la Russie, Vladimir Poutine a convoqué d'urgence Alexandre Loukachenko. Et cela alors que les affirmations sur la volonté de la Russie d'impliquer à nouveau la Biélorussie dans la guerre contre l'Ukraine se précisent. Hier soir, et d'ailleurs tard dans la soirée du 26 juin, Alexandre Loukachenko est arrivé chez Vladimir Poutine. Et l'atmosphère même de cette rencontre en disait plus que n'importe quelle déclaration. Vladimir Poutine l'a reçu dans sa résidence à Valdaï, un endroit où l'on peut discuter sans oreilles ni regards indiscrets. L'avion du dictateur biélorusse avait tout d'un appareil en mission spéciale. Il a décollé de Minsk à 9h46 de Moscou et a coupé son transpondeur au-dessus de la région de Tver. Et la circulation sur l'autoroute M11 près de la résidence de Poutine a été temporairement rétablie.
La rencontre a été annoncée après coup. Minsk et le Kremlin ne l'ont révélé qu'une fois qu'elle avait déjà eu lieu. Les négociations ont duré plusieurs heures, d'abord en tête-à-tête, puis avec les délégations. Et, selon les mots du porte-parole du Kremlin, Peskov, elle pourrait se poursuivre aujourd'hui, le 27 juin. Officiellement, aucune déclaration, aucune apparition devant la presse et aucun document signé. Tout est extrêmement fermé et extrêmement secret. Alors, de quoi Vladimir Poutine et Loukachenko ont-ils parlé, même dans des conditions aussi secrètes ? Et pour comprendre et analyser cela, il faut rassembler 3 épisodes de ces derniers jours, ou 3 séries d'événements, appelez cela comme vous voulez. Elles paraissent donc séparées, mais c'est en fait une seule histoire. Ici, avec vous, nous rassemblons toutes les pièces pour saisir l'essence de la situation. Et avant que nous passions à démêler cette histoire, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et surtout de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, soutenez le travail de cette chaîne YouTube avec n'importe quel don. Vous pouvez le faire en utilisant les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo. Et il y a aussi un lien vers la plateforme Patreon où nous avons une communauté privée dans laquelle je réponds à toutes vos questions, où nous prévoyons d'organiser des streams privés pour pouvoir échanger sous forme de questions-réponses et où nous discutons ensemble des sujets des prochaines vidéos ici, sur YouTube. Alors allez-y, abonnez-vous, il y a aussi des liens vers mes réseaux sociaux, je serai ravi de vous y retrouver également. Donc comme je l'ai déjà dit, il faut analyser 3 lignes d'événements afin de reconstituer l'ensemble du tableau. Donc la première ligne d'événements, c'est les tentatives du Kremlin de faire pression sur Loukachenko pour qu'il entre en guerre contre l'Ukraine. C'est quelque chose qui est, tout simplement évident. Les 23 et 24 juin, le Wall Street Journal, en se référant à des responsables russes et européens actuels et anciens, a publié ce qui est devenu le véritable contexte de la rencontre de Valdai entre Poutine et Loukachenko. La Russie pousse Loukachenko à impliquer davantage la Biélorussie dans la guerre contre l'Ukraine et peut-être à ouvrir un nouveau front. Les exigences concrètes de Moscou, selon la publication, sont les suivantes. Utiliser le territoire biélorusse pour lancer des drones contre l'Ukraine, ouvrir un nouveau front à l'ouest afin de détourner les forces de défense ukrainiennes des secteurs clés à l'est du pays. Tant que l'Ukraine n'a pas encore eu le temps de créer de nouvelles brigades pour défendre le nord. Et également considérer la Biélorussie comme une base pour une opération contre les pays voisins, membres de l'OTAN, afin de tester leur défense et de saper le soutien occidental à Kiev. Le principal levier de pression ici, c'est simplement l'argent. Et voici qu'un ancien officier du renseignement russe, au courant des détails, a déclaré au Wall Street Journal que le Kremlin menace de priver Minsk de soutien financier en cas de refus. Et c'est un détail important. La majeure partie de ces discussions a eu lieu entre Loukachenko et l'ambassadeur russe à Minsk, Boris Gryzlov. Retenez bien ce nom, Boris Gryzlov, car il est essentiel pour comprendre ce que Loukachenko a dit un peu plus tard. La deuxième ligne des événements, c'est la résistance publique de Loukachenko, ce qui montre que la résistance non publique ne fonctionne plus. C'est pourquoi Loukachenko a décidé de tout rendre public. Et c'est un signal très important du désespoir du Kremlin. Autrement dit, le Kremlin essaie par tous les moyens de forcer Loukachenko à s'impliquer ouvertement dans la guerre. Loukachenko ne veut pas le faire. Le Kremlin continue d'accentuer la pression. Et la seule chose qui reste à Loukachenko, c'est de rendre tout cela public. Loukachenko a publiquement adopté une position qui va à l'encontre du Kremlin. Le 25 juin, s'adressant à ce même ambassadeur russe, Boris Gryzlov, il a déclaré ce que les analystes ont d'ailleurs interprété comme un signal à Moscou que la Biélorussie ne veut pas entrer en guerre en Ukraine. De plus, il a raconté qu'il avait rencontré des représentants de Zelensky à Minsk et leur avait adressé un avertissement ferme. Mais cet avertissement est en réalité adressé aux 2 parties. Ses propos étaient à peu près les suivants. Loukachenko a dit clairement aux gens de Zelensky que si ce dernier pensait pouvoir parler ainsi à Minsk et l'entraîner dans la guerre, alors la nature de la guerre changerait instantanément. Ce sera une guerre complètement différente, tant par son ampleur que par sa nature. Mais Loukachenko a immédiatement ajouté que Gryzlov le pousse réellement à faire la guerre contre l'Ukraine, mais qu'il ne faut pas le faire, car les Biélorusses ne veulent pas pas se battre contre les Ukrainiens. C'est un double jeu. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Institut pour l'étude de la guerre le décrit très bien.
D'un côté, il y a une menace contre Kiev. Il dit « On ne peut pas nous parler ainsi, sinon si on frappe, vous le regretterez ». D'un autre côté, c'est un refus direct adressé à Moscou. Loukachenko continue de gagner du temps et évite les tentatives accrues du Kremlin d'entraîner la Biélorussie dans la guerre, tout en maintenant une rhétorique relativement neutre envers l'Ukraine. Et voilà que les analystes formulent le dilemme de Loukachenko de manière extrêmement précise. Loukachenko essaie de trouver un équilibre entre le maintien du soutien russe et ce qui reste de la souveraineté dégradée de la Biélorussie. Et le marqueur clé de cette résistance réside dans ce point. Depuis 2022, Loukachenko refuse systématiquement de permettre aux troupes biélorusses de participer directement aux opérations russes en Ukraine. Et, ce qui est important, il n'adopte presque jamais la rhétorique de Moscou présentant l'Ukraine comme une menace pour la Biélorussie. C'est-à-dire qu'il reprend, oui, toute cette histoire de Zelensky, des nazis, du Donbass, des 8 ans. Mais Loukachenko n'a quasiment jamais affirmé que l'Ukraine représenterait une menace directe pour la Biélorussie, ni appelé les Biélorusses à s'y préparer. Il essaie d'éviter ce sujet, si vous faites attention. La preuve que la résistance de Loukachenko n'est pas seulement en parole est apparue littéralement quelques jours avant la rencontre entre Loukachenko et Poutine. Et le 19 juin, Zelensky a lancé un ultimatum à Loukachenko pour qu'il retire les relais sur le territoire biélorusse qui aident à guider les frappes russes. Et il a donné une semaine jusqu'au 26 juin menaçant que sinon, l'Ukraine le ferait elle-même. Elle détruira physiquement ces relais. De quels relais s'agit-il exactement ? Elles ressemblent à des antennes de télévision ou de téléphonie mobile, mais guident en fait secrètement les drones russes vers des cibles en Ukraine. Elles assurent une communication jusqu'à 150 km et permettent de changer la cible du drone en plein vol. Elles aident en temps réel à attaquer des cibles ukrainiennes. Et en plus, elles aident aussi d'ailleurs à mener des missions de reconnaissance. Le dénouement de toute cette histoire est le suivant. Le 24 juin, Zelensky a annoncé qu'au 22 juin, les relais avaient cessé de fonctionner en Biélorussie. C'est-à-dire que Loukachenko, en silence, sans le reconnaître verbalement, a exécuté cette exigence 4 jours avant la date limite, sans prononcer l'ultimatum à voix haute. L'Institut pour l'étude de la guerre l'interprète clairement. Le respect apparent de l'ultimatum montre que Loukachenko continue de résister aux efforts du Kremlin pour entraîner complètement la Biélorussie dans la guerre. Pourquoi Loukachenko est-il si prudent ? C'est compréhensible. 2 raisons, toutes 2 existentielles pour lui. La première, c'est la société. La société biélorusse fait preuve d'une extrême réticence. Elle n'est pas prête à participer directement à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et les conséquences politiques des manifestations de 2020 continuent dans une certaine mesure de façonner le comportement du régime de Loukachenko. Il se rappelle ce qui s'est passé et comprend qu'il était déjà au bord du gouffre à un moment. Et la deuxième raison, c'est la peur des drones ukrainiens. Selon Der Spiegel, l'ultimatum de Zelensky a eu un impact sérieux sur Loukachenko. Loukachenko, qui la semaine dernière aurait eu plus peur des drones ukrainiens que de son allié Vladimir Poutine. Loukachenko lui-même, dans une interview accordée aux médias Al Arabiya le 15 juin, a reconnu la vulnérabilité militaire de la Biélorussie, en déclarant, je cite, « La Biélorussie est littéralement à la portée des forces armées ukrainiennes ». Après cela, il s'est excusé auprès de Zelensky pour ses propos offensants. Autrement dit, Loukachenko a commencé à tergiverser. Je vous expliquerai plus tard pourquoi il agit ainsi. Et aujourd'hui, le fondateur de l'entreprise Firepoint, Denis Stillerman, a déclaré très clairement que si la Biélorussie lançait réellement une offensive contre l'Ukraine, les drones ukrainiens détruiraient littéralement toute l'infrastructure critique de la Biélorussie dès les premières heures. D'autant plus que Zelensky a déjà reconnu et déclaré publiquement que les forces de défense de l'Ukraine ont identifié environ 500 cibles sur le territoire biélorusse que les drones frapperont dès les premières heures. Comme vous le savez, il s'agit de raffineries, centrales électriques, etc. Et auparavant, on aurait pu considérer cela comme de la fanfaronnade, du bluff, et ainsi de suite. Mais en voyant comment les drones ukrainiens détruisent des usines en Russie ces dernières semaines, détruisent des raffineries de pétrole. Ils détruisent des usines militaires et même des infrastructures à Moscou, qui sont pourtant protégées au maximum par la défense aérienne.
Loukachenko comprend que ce n'est plus du bluff, ce n'est pas une menace en l'air. Et si on donne à l'Ukraine une raison d'attaquer, elle attaquera. En fait, littéralement, à la première provocation militaire venant du territoire de la Biélorussie, l'Ukraine aura toutes les raisons d'agir. Et selon l'article 51 d'ailleurs de la Charte des Nations Unies, il est tout à fait possible d'exercer la légitime défense et simplement de réduire cette Biélorussie en miettes. Et encore une fois, Loukachenko comprend que c'est tout à fait possible en ce moment. Il voit parfaitement ce qui se passe sur le territoire de la Russie. C'est alors qu'intervient la troisième série d'événements, faisant échouer les plans de Vladimir Poutine d'impliquer la Biélorussie dans la guerre. La Russie étouffe actuellement sans carburant, et cela explique pourquoi elle a besoin de la Biélorussie. De plus, en Russie, les usines militaires prennent feu les unes après les autres. Et Vladimir Poutine comprend que très bientôt, il ne pourra tout simplement plus produire suffisamment d'armes. Non, il pourra continuer à en produire, mais il ne pourra plus le faire en quantité suffisante. C'est justement ce fondement, si vous voulez, sans lequel l'ensemble ne tient pas. Pendant que ces négociations entre Poutine et Loukachenko ont lieu, la Russie traverse la pire crise du carburant de son histoire. Et les responsables, entre guillemets, de cette crise sont les drones ukrainiens. L'ampleur dépasse tous les records. Selon les calculs de Radio Svoboda, au 24 juin, ce sont les dernières données, au moins 55 des 83 régions de Russie ont signalé soit une limitation des ventes d'essence et de diesel au niveau de l'État, soit au niveau de certaines compagnies pétrolières. Bloomberg, d'ailleurs, dresse le même tableau, simplement un peu différemment, en disant qu'au moins 2/3 des régions de Russie ont instauré un rationnement du carburant ou ont été confrontées à des pénuries après les attaques ukrainiennes continues contre les raffineries de pétrole. 2/3 des régions de Russie. De plus, depuis le mois de mars, plus de 2 douzaines de frappes ont visé les raffineries de pétrole russes, y compris 8 des 10 plus grandes raffineries de Russie. Et les analystes estiment que plus de 20% de toutes les capacités de raffinage de pétrole de la Russie ont été complètement mises hors service. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié ce niveau de destruction d'inédit dans toute l'histoire de la guerre. La frappe sur Moscou en juin s'est avérée à la fois symbolique et douloureuse. La semaine dernière, l'Ukraine a frappé la raffinerie de Gazprom Neft à Moscou, qui fournit habituellement jusqu'à 40% du carburant consommé à Moscou. Avec les dégâts causés à la gigantesque usine Taneco, cela a retiré environ 600 000 barils par jour de capacité de raffinage. 600 000 barils. Cela représente même plus de la moitié de l'approvisionnement de toute Moscou. De plus, le principal fournisseur d'essence pour la région de Moscou, la raffinerie de Kapotnia, a été attaqué 2 fois en un mois et, ce qui est très important, complètement mis hors service jusqu'à la fin de cette année. Il a complètement arrêté son activité. Et c'est ici que les 3 lignes d'événements dont nous parlons convergent en fait en un seul point. Pourquoi la Russie, avec sa puissance pétrolière, elle s'accroche autant à la Biélorussie? C'est parce que la Biélorussie est devenue la béquille énergétique de Moscou. Pour la première fois dans l'histoire, c'est la Russie qui dépend de la Biélorussie, et non l'inverse. Et Loukachenko, le vieux dictateur biélorusse rusé, le comprend et le ressent parfaitement. La Biélorussie possède 2 grandes raffineries de pétrole, et Moscou dépend de plus en plus sur ces raffineries. Pour raffiner le pétrole russe et revendre l'essence, le diesel et le kérosène d'aviation à la Russie. Au cours des 5 premiers mois de 2026, les livraisons ferroviaires d'essence des raffineries biélorusses vers la Russie ont été multipliées par 13. Par rapport à la même période de l'année précédente, les livraisons de diesel ont triplé. Et je souligne que ces chiffres ont été calculés avant que l'Ukraine ne détruise la même usine à Kapotnia, dans la région de Moscou. C'est-à-dire que ce sont des données à la fin du mois de mai. Il n'y a pas encore de données plus récentes, mais même à la fin du mois de mai, réfléchissez-y. Les livraisons d'essence depuis la Biélorussie vers Moscou ont été multipliées par 13. La situation est encore plus critique pour Moscou actuellement. Et tout cela explique pourquoi Loukachenko peut refuser aussi hardiment à Vladimir Poutine d'impliquer la Biélorussie dans la guerre. Poutine fait pression sur Loukachenko avec des exigences claires. Il s'agit du lancement de drones depuis le territoire biélorusse contre l'Ukraine, un nouveau front à l'ouest, une tête de pont contre l'OTAN. Et en plus, le carburant biélorusse pour l'économie russe qui étouffe. Et tout cela sous la menace de couper le financement de Minsk de la part de Moscou.
Loukachenko est venu à la rencontre à Valdaï avec un objectif opposé. Conserver cet argent de Moscou, autrement dit préserver les flux financiers, mais sans se laisser entraîner dans une guerre qui le détruirait à l'intérieur du pays, et qui enverrait les drones ukrainiens sur les raffineries et sites militaires biélorusses. Loukachenko le comprend très bien, je le répète. C'est un vieux dictateur endurci. Au pouvoir depuis longtemps, il comprend parfaitement le fonctionnement de tout cela. De plus, Loukachenko vient tout juste de commencer à établir des relations avec l'Occident, aussi surprenant que cela puisse paraître. Il tient des réunions avec les représentants de Donald Trump. Et il dit même qu'il est prêt à rencontrer Trump là-bas. Quant à l'Europe, elle lui fait savoir qu'elle était prête à dialoguer avec lui. S'il s'éloigne, ne serait-ce qu'un peu de Vladimir Poutine. Et je vous rappelle que toute la carrière politique de Loukachenko repose sur sa capacité à naviguer entre les camps. Tantôt avec l'Occident, tantôt avec Moscou, tantôt avec l'Occident, tantôt avec Moscou. Si vous remontez 20 ans en arrière et que vous prenez cette période, il n'a cessé de faire des allers et retours entre les deux. C'est de là que vient toute cette discrétion autour de la rencontre entre Poutine et Loukachenko à Valdaï. Si c'était à Valdaï, s'il s'agissait d'une quelconque unité, d'alliance, etc., eh bien il l'aurait montré à la télévision. Le propagandiste russe Solovyov en aurait parlé le premier en criant. Le caractère fermé de la rencontre. Le transpondeur de l'avion de Loukachenko désactivé au-dessus du territoire russe. L'absence de déclaration publique. Tout cela montre qu'il s'agit d'une négociation difficile et non d'un quelconque triomphe. C'est le signe qu'ils sont en train de négocier. Et Loukachenko, pour reprendre les mots de Trump, a maintenant des atouts dans sa manche. Et ici, il convient de rappeler un autre détail important. Loukachenko a raconté qu'Emmanuel Macron, lors d'une conversation téléphonique, l'a averti que la France disposait de renseignements selon lesquels la Biélorussie s'apprêtait à renforcer sa participation à la guerre. Et Macron lui a conseillé de ne pas le faire. Donc, Loukachenko subit des pressions des deux côtés en même temps. Le Kremlin le pousse à entrer en guerre. L'Occident et Kiev le préviennent des conséquences. Et Valdaï. La rencontre à Valdaï, c'est une tentative de Poutine. La tentative de Poutine d'imposer sa position et Loukachenko d'obtenir un maximum d'argent pour un minimum d'engagement. Et dans ce contexte, Loukachenko a de nouveau proposé un format de négociation tripartite avec lui-même, Poutine et Zelensky. Et il n'a pas exclu une rencontre avec Trump. Oui, si elle s'est bien préparée et couvre de nombreuses questions. Ambassade, économie, finances, libération des condamnés, a-t-il déclaré. C'est là son jeu personnel. Autrement dit, se vendre à l'Occident comme un pacificateur et une sorte de canal de communication tout en restant sous l'aile de Moscou. C'est ce que Loukachenko tente actuellement. Mais il ne faut pas non plus oublier que sur le territoire biélorusse, on fabrique depuis longtemps des armes qui ressemblent beaucoup à des armes chinoises. De plus, Loukachenko est même allé à Pékin de son côté pour rencontrer Xi Jinping, c'est-à-dire vraiment comme une entité distincte, séparée de Moscou. La Biélorussie dispose de son propre complexe militaro-industriel. Et dans le contexte des frappes des forces armées ukrainiennes contre les usines militaires en Russie, Vladimir Poutine pourrait demander à Loukachenko de cacher la production de ses armes chez lui, en Biélorussie. Il faut aussi surveiller cela de près en ce moment. Mais il est déjà évident que Loukachenko a de nouveau la possibilité de manœuvrer entre l'Occident et Moscou. Pendant qu'il agit ainsi, nous pouvons constater que le risque d'une attaque depuis le territoire biélorusse diminue tout de même, mais il faut quand même rester vigilant. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun risque. Il demeure, il existe, mais il diminue. Mais la faiblesse même de Poutine joue aussi en faveur de Loukachenko. Les soi-disant autorités de la Crimée temporairement occupée ont déclaré l'état d'urgence après plusieurs semaines d'attaques aériennes intensives de l'Ukraine. Et aujourd'hui, le New York Times rapporte que ces frappes ont sérieusement compromis la capacité du dictateur du Kremlin, Poutine, à isoler la société russe des conséquences de la guerre. Autrement dit, les Russes ont commencé à ressentir eux-mêmes les conséquences de cette guerre. À Kiev, cela a renforcé la confiance croissante dans la possibilité de forcer Poutine à s'asseoir à la table des négociations, même si la Russie continue de bombarder l'Ukraine avec des missiles et des drones. Au final, au lieu d'être un atout précieux, la Crimée est devenue un fardeau pour Moscou. Et maintenant, les analystes constatent qu'en raison des attaques de l'Ukraine, la Crimée occupée est massivement quittée par les touristes russes et les habitants de la péninsule occupée, ainsi que par les militaires de la Fédération de Russie,
les agents des services de sécurité et les représentants des autorités d'occupation. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre notent que l'exode de cette population de la Crimée occupée pourrait entraîner des conséquences démographiques à court terme qui pourraient s'accentuer à l'avenir, à long terme si la campagne de frappe ukrainienne se poursuit. La gravité de la situation est également soulignée par le fait que, le 26 juin, le dictateur russe Vladimir Poutine a signé un décret prolongeant l'interdiction en vigueur sur l'exportation de pétrole et de produits pétroliers par les compagnies pétrolières russes jusqu'au 30 et 1 décembre 2027. Réfléchissez-y, Poutine. Encore une fois, en quelque sorte, ce décret signifie que, soi-disant, les compagnies pétrolières russes ne devraient pas respecter ce plafond des prix du pétrole et des produits pétroliers établi par les pays du G7. Mais dans ce décret, ils ont également ajouté, en passant, qu'en général, l'essence, le kérosène, le diesel, etc., ne peuvent être exportés nulle part jusqu'à la fin de l'année prochaine, tout simplement parce qu'il y a d'énormes problèmes sur le marché intérieur. Nous allons donc observer les manœuvres de Loukachenko, qui, comme on le constate, est isolé. On ne le voit plus en public ni ne se manifeste. Eh bien, Poutine et Loukachenko tiennent quand même leur rencontre à huis clos. En privé, ils éteignent les transpondeurs et ainsi de suite. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don, même le plus petit, en utilisant les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également un lien vers la plateforme Patreon, où nous avons une communauté privée, où nous discutons de sujets mondsants qui ne sont pas abordés ici sur YouTube, où je réponds à vos questions personnelles et j'analyse différents sujets et situations. Et il y a aussi des streams privés prévus avec un nombre limité de spectateurs, où nous pourrons échanger en format questions-réponses. Je mets des points de suspension. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.